Allez, dans cette vidéo, je vais aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui, on va dire, pousse pas mal de gens à se saboter et à échouer dans leurs projets ambitieux. Ce thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est la place de la vérité quand on est ambitieux. On va dire, quelle importance on devrait accorder à la vérité, à la réalité, et pourquoi, en fait, je vais vous donner directement le petit twist, pourquoi, en fait, on n'en a rien à foutre. Donc, je vais aborder ces points-là. C'est un sujet qui est assez complexe, c'est un sujet qui, on va dire, divise aussi, très souvent. Donc si jamais il y a un truc qui n'est pas clair, si jamais il y a des questions que vous voulez me poser, n'hésitez surtout pas à passer pendant mon live les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir de 21h à 22h. Je vous répondrai avec plaisir et je vous expliquerai en plus, on va dire, si jamais il y a des informations qui vous manquent, encore plus pourquoi est-ce que je pense sincèrement que quand on est ambitieux, on doit strictement en avoir rien à foutre de la vérité et je vous partagerai aussi mon expérience. En fait, ce qui se passait, c'est que je parlais avec un nouveau client qui me faisait la même danse que pratiquement tous mes clients les premières fois. Il commence à me parler de ses problèmes, il commence à me dire que c'est extrêmement difficile, que c'est extrêmement, on va dire, qu'il y a vraiment très peu de chances qu'il y arrive. Et là, il commence à me parler de ses concurrents. Il commence à me dire, c'est des mecs qui ont tellement plus d'expérience que moi, qui ont des meilleurs outils que moi, qui ont plus de données que moi. Comment est-ce que moi je vais faire pour rivaliser? Comment est-ce que je peux faire justement pour être intéressant, intéresser d'autres personnes, alors que ces mastodontes sont ici? Donc je commence à lui dire que, en fait, on s'en fout un petit peu de ce que les autres font. L'important, ce sera pour lui d'avancer, de trouver le moyen d'avancer, de trouver le moyen de réussir quand même. Et là, il commence à me balancer le truc typique. Oui, mais est-ce que j'ai pas raison quand je dis que c'est beaucoup plus dur que, on va dire, dans un autre milieu? Est-ce que j'ai pas raison de dire que ces mastodontes, le fait qu'ils soient là, vont m'empêcher de réussir aussi facilement que j'aurais pu le faire? Que ce soit clair, c'est évident que si vous êtes dans un milieu où il n'y a pas de concurrence, que vous pouvez faire littéralement n'importe quoi, les gens achètent, oui, c'est beaucoup plus simple. Sauf qu'en fait, on s'en fout. Parce que ce milieu hypothétique là dans lequel vous seriez, il n'existe pas. Par contre, ce qui va se passer, c'est quelle est l'importance que vous avez donnée aux autres? Quelle est l'importance que vous avez donnée à vos concurrents? Et ce type, en fait, ce qu'il avait commencé à se dire en se focalisant sur la vérité, en se focalisant sur la réalité, c'est qu'il n'avait aucune chance. Et c'est évident qu'en pensant comme ça, tout ce que vous allez faire, en fait, c'est vous massacrer, c'est vous saboter. Pourquoi? Parce qu'à force de se dire, mais il y a des gens qui sont tellement meilleurs que moi, des gens qui sont tellement plus professionnels que moi, des gens qui ont déjà, on va dire, un carnet de contacts plein à craquer. Pourquoi est-ce que moi, je vais réussir? Vous voyez, quand je fais ça, quand je me compare à ces gens-là qui sont déjà, on va dire, sur le marché depuis très longtemps, comment est-ce que je me sens? Je vais me sentir minuscule. Je vais sentir que toutes mes actions n'ont aucune importance. Je vais sentir que peu importe l'effort que je vais faire, ça ne servira à rien parce que ces gens-là ont beaucoup trop d'avantages, beaucoup trop de privilèges par rapport à moi. Qu'est-ce qui se passe alors? Ben, il s'est passé le même problème que pour mon client. Il a commencé à rien faire. Il a commencé à passer ses journées à douter, à passer ses journées à se dire que ça ne servait à rien, qu'il devrait faire autre chose. Résultat, il était toujours là, en train d'essayer de quand même avancer, alors qu'il a toutes les raisons de croire que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Vous pouvez être dans une situation où il n'y a absolument rien pour vous. Logiquement, c'est mort, ça ne sert à rien. Et vous allez quand même être là. Pourquoi? Parce que émotionnellement, pour vous, pour lui du moins, abandonner à ce moment-là, ça veut dire tout ce que j'ai fait avant, c'était de la merde. Tout ce que j'ai fait avant, ça servait à rien. Ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas cru en moi, ils avaient raison. Tous les gens qui se disaient que j'avais pas ce qu'il fallait pour réussir, ils avaient raison. Et ça, pour lui, c'était insupportable. Sauf que voilà, j'ai dû lui faire comprendre un truc pour justement le dégoûter de la vérité. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis que c'est pas vrai ce qu'ils disent? Parce que si je suis la même logique que toi, ils ont raison en fait. Regarde, tu es là en train de te toucher la bite là au lieu d'avancer. Tu es là en train de te martyriser, en train de te flageller au lieu de faire ce qu'il faut pour réussir. Ces gens-là, en fait, ils ont absolument raison pour toi, sur ton compte, etc. Et là, je le vois péter un câble complètement. Il dit non, c'est un sort de question, etc. Je fais, ben, tu vois que la vérité, finalement, c'est pas si grave. C'est pas si important. C'est pas si, on va dire, tu n'en as pas tant besoin que ça. Pourquoi est-ce que j'ai dû lui faire ça? Parce que vous ne pouvez pas convaincre un être humain de façon logique. Je sais ce que vous allez me dire. À l'école, on nous a toujours appris qu'il faut donner des arguments logiques et justement, ça fera, on va dire, réfléchir la personne qui pourra ensuite changer d'avis. Bah, vous regardez le nombre de débats qu'on a eu sur plein de sujets, on a toujours les mêmes débats, toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes arguments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que ça ne marche pas comme ça. À l'inverse, quand je l'ai fait péter un câble sur, mais en fait, les autres, ils avaient raison, là, il s'est dit hors de question. Et là, il a commencé à changer. Là, il a commencé à dire ok, vas-y, ta merde là, dis-moi comment ça marche. Comment on fait pour s'affranchir de la réalité, s'affranchir de la vérité? En fait, vous devez comprendre un truc. C'est comme pour, on va dire, par exemple, les études de marché. Quand vous avez un nouveau produit, vous allez demander une étude de marché, parce que c'est ce qu'on vous dit de faire aussi, même pour un nouveau produit.
Oui, c'est histoire de voir en fait qui serait intéressé, qui pourrait être machin, etc. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que toutes les études de marché qui marchent et qui fonctionnent et sur lesquelles on peut se baser, ce sont des études de marché sur des produits qui sont là depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'une étude de marché, ça ne fait que ça fait que regarder l'état des lieux sur un certain produit. Autrement dit, c'est génial pour comprendre ce qui se passe dans le présent et aussi dans le passé. Par contre, dans le futur, ça sert à rien. Dans le futur, tout ce que vous aurez, ce sont des prévisions. C'est pour ça que très souvent, vous allez avoir vous allez demander à deux cabinets différents. Il y a un cabinet qui va vous dire, oh, ton truc il va marcher, c'est incroyable. Et l'autre qui va dire, ouais, ça sert à rien, il n'y a pas de marché. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous devez juste comprendre que la vérité ou la réalité, ça n'a de sens que pour le présent et le passé. Le futur, vous devez encore l'écrire. Et parce que vous pouvez encore l'écrire, c'est pour ça qu'on va pouvoir s'en affranchir. C'est pour ça qu'on va pouvoir se dire, je m'en tape de la vérité, je m'en tape de la réalité, je m'en tape de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, si je reviens des années en arrière et je vous dis, ok, je dois trouver un appart ou du moins un endroit où vivre, on va dire pendant quelques semaines, et je vais dans une ville que je ne connais pas. Vous revenez 20-30 ans en arrière, ça va être quoi? Ça va être des hôtels. Tout le monde se disait hôtel. Et un jour, il y a un type qui se dit, ce serait marrant que, vu qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément tout le temps chez eux, qui ont des résidences secondaires, je ne sais quoi encore, ils puissent directement mettre leur appartement en vente, ou du moins en location, pour une semaine ou je ne sais quoi encore. Et là, évidemment, toutes les personnes qu'est-ce que vous disiez à l'époque? Ah non, il faudrait être fou. Imagine, tu laisses ça à ta maison, les gens ils vont rentrer, ils vont commencer à tout voler, ils vont partir. Ils vont commencer à tout dégrader. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Il y a eu des assurances, il y a eu des gens qui ont fait le premier pas, et puis aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Airbnb. Tout ça pour vous dire que quand vous allez vous lancer dans quelque chose, même si ce n'est pas forcément un produit révolutionnaire, quand vous allez lancer votre propre projet, vous basez sur la réalité ou la vérité n'a aucun sens. Parce que votre boulot, justement, à partir de cet instant présent, c'est de trouver un moyen de réussir. Donc ce qui est vrai aujourd'hui sera faux dans quelques années. Donc à quoi bon vous baser sur un truc qui va être obsolète dans quelques années parce que justement vous n'allez pas lâcher l'affaire jusqu'à avoir ce que vous voulez. Premier élément du coup que je veux vraiment vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que la vérité on s'en tape. On s'en tape aussi que, on va dire, vos concurrents ou n'importe qui ont des avantages incroyables sur vous. On s'en tape aussi que pour réussir dans votre milieu, il faut avoir des avantages incroyables. Là je vais vous parler un petit peu de moi. En fait j'ai un autre boulot dans le coaching, dans l'e-sport. Et en fait, la seule façon pour réussir à l'époque, c'était de déjà être connu, on va dire, de déjà connaître quelqu'un qui est sur la scène professionnelle. Autrement dit, c'est un cousin, c'est un frère, c'est un oncle, c'est un je sais pas quoi encore, bref, il faut de la famille. Ou alors, ce qu'il faut aussi, c'est avoir de la chance et avoir des amis qui sont en contact direct. Typiquement, qu'est-ce que j'entendais? Ouais, en fait, je le connais parce qu'on était dans la même classe. Je le connais parce qu'on a fait la même école. Je le connais parce qu'on allait au même anniversaire. Je le connais parce que je sais pas quoi encore. Et du coup, dans ma tête, c'était en mode putain, mais la seule façon pour moi de réussir, c'est finalement de connaître déjà quelqu'un et c'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que la vérité me disait? La vérité me disait que vu que je connaissais personne, c'était mort quoi. Et j'étais en compétition avec qui? J'étais en compétition avec des gens qui connaissaient déjà quelqu'un, qui étaient déjà placés. Alors oui, c'était incompétent, hein, mais à l'époque, c'était pas important pour avoir une place. Et ce qui se passait en fait, c'est que je me disais, putain, mais ils ont trop d'avantages par rapport à moi. C'est impossible pour moi d'y arriver. Alors qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? J'ai commencé à désespérer. J'ai commencé à dire, putain, ça sert à rien. J'ai beau me démener, j'ai pas la crédibilité qu'il faut. Mieux que ça encore, quand je faisais tous mes efforts pour essayer de donner de la valeur aux gens, de leur expliquer ce qu'ils faisaient était mal, j'avais peut-être 2 ou 3 personnes qui raisonnaient avec ce que je disais. Et là, dès qu'un joueur professionnel, avec un maillot d'une équipe professionnelle, disait n'importe quoi, oui les gars, pour réussir, il faut se sacrifier. Tout de suite, les gens, on va dire, se prosternaient, se dire ah mon Dieu, la vérité vient à nous, quoi. Donc là, j'avais quoi? J'avais un gros problème encore, j'avais un autre privilège, que ces gens avaient un autre privilège que je n'avais pas, c'est que peu importe ce qu'ils disaient, même si c'était de la merde, c'était vu comme le Messie. Comment je fais moi alors, un pecno inconnu, pour essayer de rivaliser contre ça? Ben là, je me suis dit la chose suivante. En vrai, ça va pas se faire en un seul coup. Ça va pas se faire en juste améliorant une seule chose. Il va y avoir une cascade phénoménale de choses que je dois améliorer pour justement avoir la crédibilité dont j'ai besoin pour commencer à rivaliser contre ces personnes-là. Ça m'a pris des années à la créer cette crédibilité. Et c'est pour ça en fait que quand les gens vont me dire oui mais c'est pas possible de, je fais non, c'est pas que c'est pas possible, c'est que t'as pas envie de le faire, c'est que t'as pas envie d'investir, c'est que t'es pas prêt à le faire. Moi j'avais tellement envie de réussir dans ce milieu que je me suis dit je m'en fous si ça prend des années, je vais le faire. Et évidemment en attendant que ça prenne des années, j'étais pas là en train on va dire d'attendre que ça se passe. Non, en permanence j'étais en train de me préparer à la prochaine étape, puis la prochaine, et je continuais en fait d'avancer mes billes. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous êtes
du genre à croire que la vérité c'est hyper important, la réalité c'est hyper important, vous n'allez pas faire tout ça en fait. Tout ce que vous allez faire au maximum, c'est un ou deux trucs en même temps et vaguement avancer. C'est évident que vous n'allez pas réussir, c'est évident que vous allez échouer. Et quand vous allez échouer, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire la même chose que tous les gens qui échouent. Tu vois, je te l'avais dit que ça servait à rien. C'était impossible en fait. Au lieu de vous dire, j'ai pas utilisé la bonne approche, j'ai pas mis assez de choses en place pour justement renverser la vapeur. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous permettre, peu importe votre situation aujourd'hui, peu importe si vous avez des concurrents ou non, peu importe si vous faites ça juste pour vous et que vous n'avez pas de concurrents, mais vous voulez juste vous dire, je veux atteindre ce niveau-là, il faut que je déploie assez d'efforts, on va faire en sorte à travers cette vidéo que vous en déployiez infiniment plus que ce que vous pensez devoir faire pour réussir. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte tout de suite que, imaginons vous faites une certaine quantité d'efforts, vous dites, ok, avec ça, je devrais réussir en 3 ans. Pourquoi vous faites chier à rester à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que vous ne dites pas juste, bon, ok, je vais multiplier par 10 tous les projets que je vais lancer, multiplier par 10 tous les efforts que je vais faire. Je vais évidemment pas le faire du jour au lendemain parce que je ne suis pas encore capable de le faire. Par contre, je vais commencer à éliminer tout ce qui m'empêche d'être le plus performant possible. Et c'est ce qu'on va voir en fait à la suite de cette vidéo. Avant d'aborder la solution que je préconise pour vous, ou que je vous conseille d'adopter également, et c'est celle que j'accompagne, enfin c'est celle que je propose également aux gens que j'accompagne, je veux que vous preniez en compte qu'absolument tous les athlètes de haut niveau que vous avez aujourd'hui, ceux qui sont aux Jeux Olympiques, etc., ils ont tous le même point de départ. Je pense notamment à Noah Lyles, qui est un sprinter américain, qui, à 7 ans, alors qu'il faisait des crises d'asthme à chaque fois qu'il marchait pendant 50 mètres, là, il disait à sa mère, « Maman, un jour, je serai le plus grand sprinter du monde. » Vous imaginez bien que, sur le moment, c'était dur de le croire. C'était dur, enfin si on se base sur la vérité, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gamin? Il arrive à peine à marcher, il arrive à peine à trottiner, qu'il commence déjà à faire une crise d'asthme. Pourquoi est-ce qu'il me fait chier? Sauf que ce type-là, il croyait tellement en lui, il croyait tellement en son rêve qu'il a laissé personne, rien ni personne l'empêcher d'y croire. Et il a commencé à s'entraîner, il a commencé à prendre les meilleures méthodes, il a commencé à, on va dire, sans cesse se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour optimiser n'importe quoi, toutes les facettes de ma carrière. Et finalement, il a réussi. Pourquoi est-ce que ça marche encore une fois avec les athlètes? Parce que les athlètes vivent dans le futur. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que si vous voulez pas être normal, si vous voulez avoir des résultats extraordinaires, si vous voulez réussir là où tout le monde échoue, vous devez arrêter d'être normal, vous devez arrêter de faire comme tout le monde. Effectivement, tout le monde va regarder la vérité, tout le monde va regarder la réalité. Et quand ça va être dur, tout le monde va laisser tomber. À l'inverse, si vous voulez réussir, avoir des résultats extraordinaires, il faudra être extraordinaire, il faudra être fou. Dans un monde où tout le monde est normal et a des résultats de merde, vous devez être fou. Et comment on fait pour être fou? Vous allez regarder tout ce que les autres ne veulent pas faire, tout ce que les autres ne sont pas prêts à optimiser, et vous allez le faire. Là, je parle de rien d'illégal, rien d'immoral ou je ne sais quoi encore. Je parle juste de qu'est-ce que font les autres, ceux qui ont des privilèges justement, ceux qui ont des avantages incroyables et qui en ont bénéficié pour réussir. Qu'est-ce qu'ils du coup n'ont pas dû apprendre à faire et qui va les empêcher de réussir? Enfin, du moins, qui va les empêcher que vous les rattrapiez et du coup soyez au même niveau qu'eux. En fait, c'est un concept que j'abordais dans mes premières vidéos et là je veux vous le redonner. La seule façon pour nous de gagner contre des gens qui ont énormément d'avantages, d'aller au même niveau qu'eux sans avoir tous ces avantages-là, c'est d'utiliser des méthodes asymétriques de combat. Autrement dit, on va regarder ce qu'ils refusent de faire et on va le faire. Par exemple, typiquement, on va dire, dans mon milieu à moi, l'e-sport, il y avait un truc, c'est que les athlètes étaient très souvent des jeunes joueurs, 17 ans, 18 ans, et ils avaient été élevés, on va dire, comme n'importe qui. C'est-à-dire qu'ils détestaient échouer, ils détestaient perdre. Ils détestaient tellement ça que quand ils perdaient, ils ne prenaient rien de leur leçon, ils n'apprenaient rien du tout, ils faisaient vaguement une analyse très rapide et ils passaient à autre chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi quand même alors qu'ils avaient ce gros défaut? Parce que justement, dans ce milieu-là où je voulais travailler, on n'avait aucune méthode de travail. Autrement dit, les gens qui réussissaient, c'est des gens qui étaient bons naturellement, dès leur naissance, ou des gens qui ont eu une console dès qu'ils avaient 4 ans et qui ont commencé à jouer comme ça, plus qu'ils allaient à l'école. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils ont commencé à utiliser à fond leur avantage, leur talent de départ, on va dire leur talent naturel même. Et quand ils sont arrivés au niveau professionnel, ils sont tombés sur d'autres gens qui étaient talentueux comme eux, sauf que certains savaient plus travailler que d'autres. Mais ils avaient tous la même tare. Ils étaient incapables de tirer des leçons véritablement de leurs échecs. Qu'est-ce qui se passe alors quand j'ai commencé à moi-même vouloir réussir ou à moi-même accompagner des gens pour qu'ils réussissent? C'est la première ressource qu'on a exploitée. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la compétition, il y a un gagnant pour à peu près 15 perdants. Autrement dit, il y a nettement plus de perdants que de gagnants. Et dans ce milieu, on avait pris l'habitude de ne pratiquement rien faire de nos défaites. On va dire vaguement devant les caméras que oui, la défaite nous permet de nous améliorer un peu plus, sauf que quand on voit les gens travailler, on se dit non, non, en fait, ils font rien du tout avec, ils passent juste à autre chose parce que c'est désagréable. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec les gens que j'ai accompagnés? J'ai commencé à leur donner le goût
de perdre, le goût d'échouer. Pourquoi? Parce que quand ils étaient prêts à échouer, ces joueurs que j'accompagnais, ils ne lançaient plus de parties ou ils n'allaient plus à l'entraînement pour essayer de gagner. Parce qu'ils n'essayaient plus de gagner, ils ne faisaient pas toutes les choses qu'ils maîtrisaient déjà. Donc on dit, ils arrêtaient de perdre du temps. Parce qu'en fait, il était là le problème, c'est que quand vous jouez pour gagner, vous allez jouer de la meilleure façon possible pour vous, la façon que vous connaissez le plus. Autrement dit, votre taux d'apprentissage est presque de 0%. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces joueurs que j'accompagnais? Ils disent non, maintenant on va commencer à jouer, on va commencer à lancer les parties, non pas pour gagner, mais pour justement s'entraîner au mieux, apprendre le plus de choses possible dans le même laps de temps que les autres. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? On a transformé les déchets des autres en trésors pour nous. On a commencé à aimer la défaite, ce qui nous a permis à chaque défaite d'être heureux et d'aller vraiment analyser les choses pour comprendre ce qui se passait, au lieu de justement, on va dire, être dégoûté et ne rien faire pendant une semaine. Nous, on était requinqués, les autres avaient besoin de vacances. Ça, c'est pour le monde de l'e-sport. Maintenant, je suis sûr que vous aussi, de votre côté, vous avez des déchets similaires. Qu'est-ce qui se passe typiquement quand quelqu'un a un projet hyper ambitieux et que les résultats, on va dire, qu'il obtient ne sont pas satisfaisants? Il va être déçu, il va être déprimé, démotivé parfois. Il va commencer à se dire, ça ne sert à rien. Ça va lui prendre quelques jours pour s'en remettre et il va retourner à la charge. Retourner à la charge, et encore c'est un bien grand mot, généralement on retourne à la charge mais avec, on va dire, le minimum d'énergie, le minimum de combativité. Qu'est-ce qui se passe alors si vous voulez avoir un avantage déloyal, combattre de manière asymétrique face à ces personnes-là qui, on va dire, sont vos concurrents par exemple? Vous allez devoir tout simplement être heureux de ne pas avoir les résultats que vous voulez. Pourquoi est-ce que vous voulez être heureux de faire ça? Parce que, étant donné votre réalité, étant donné que c'est un objectif ambitieux, vous allez passer votre vie pratiquement à ne pas avoir ce que vous voulez. Et dans une réalité où ne pas avoir ce qu'on veut est la norme, ça va arriver 10 fois plus que d'avoir ce qu'on veut. Comment vous voudriez réagir pour maximiser vos chances de réussir? Là, je vous parlais d'un concurrent, mais imaginons qu'il n'y a même pas de concurrent. Imaginons que vous vous battez juste contre vous-même, vous voulez juste apprendre à jouer d'un instrument, vous voulez juste, je sais pas moi, vivre d'une certaine activité, et vous n'avez pas de concurrent. Là, c'est le même délire. Quelles sont vos chances de réussir lorsque quand vous avez un mauvais résultat, vous soyez dépité? On va dire que vos chances sont là. Maintenant, imaginons quand vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous êtes encore plus combatif, vous êtes encore plus, on va dire, revigoré, qui vous donne encore plus l'envie d'être créatif, de prendre des risques et de tester à nouveau. C'est évident que votre pourcentage de chances de réussir va exploser. Et en fait, vous, ce que vous devez faire, tout simplement, c'est commencer à lister tout ce qui ne vous plaît pas aujourd'hui dans votre vie et à vous le dire en quoi c'est génial, en quoi ça va me permettre de développer un avantage concurrentiel déloyal ou en quoi ça va me permettre de développer une qualité exceptionnelle qui m'empêchera d'échouer. Pour la suite de la vidéo, je partirai du principe où vous n'avez pas de concurrent. Comme ça, au moins, vous pourrez vous focaliser sur vous. Et si vous avez des concurrents, en fait, c'est exactement la même approche. Pourquoi? Parce que si vous vous améliorez pour vous, vous vous améliorez aussi par rapport à vos concurrents. Là, du coup, je vais prendre on va dire les problèmes systématiques que je rencontre chez mes clients et qui les empêchent d'aller à fond dans leur projet, de maximiser leurs chances de réussir. Le premier élément, on l'a vu, c'est comment est-ce que vous réagissez quand vous échouez ou quand enfin, plutôt regarder les autres, comment est-ce que les gens réagissent quand ils échouent, quand ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. On l'a vu, ils sont dépités, démotivés, etc. Donc, si vous arrivez à être hyper motivé, vous allez gagner. Comment on fait ça? Comment on fait ça? En se rendant compte d'abord que si on est dégoûté après une défaite ou après un échec, c'est parce qu'on a été conditionné depuis notre enfance. À l'école, on vous a appris à chaque fois que ne pas avoir la bonne note, que ne pas avoir la bonne réponse, c'était mal. Est-ce que vous arriveriez à me dire pourquoi c'est mal? Non. Pourquoi vous n'arrivez pas à me dire ça? Parce qu'en fait, c'est une règle imaginaire. Imaginons que je fais quelque chose de nouveau. Quelles sont les chances que j'y arrive? Quelles sont les chances que j'y arrive du premier coup? 0. Autrement dit, mon échec est inévitable. Autrement dit, pour apprendre, l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Et quand quelqu'un va juste me dire « ça c'est mal, il faut que tu arrêtes de le faire, il faut que tu arrêtes de te tromper », comment voulez-vous que j'arrête de me tromper sur un truc que je ne connais pas? Comment voulez-vous que j'arrête de me tromper sur quelque chose qui est complètement nouveau pour moi et que je ne connais pas encore? Donc là, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est de vous faire comprendre que si vous vous sentez mal aujourd'hui, que si vous êtes démotivé aujourd'hui, il n'y a aucune raison logique, c'est juste lié à votre conditionnement, c'est juste lié à la façon dont on vous a façonné, dont on vous a conditionné, dont on vous a élevé pour vous donner une certaine vision du monde. Encore une fois, on va se poser la question du comment est-ce que les gens ont tendance à penser et du coup comment est-ce que moi je devrais penser pour, on va dire, tirer le maximum de bénéfices. Imaginons que je suis dans une réalité, mais c'est même pas un imaginons, c'est votre réalité, où tout ce que vous allez vous allez devoir vous tromper des dizaines et des dizaines de fois avant de comprendre ce qui se passe et du coup avoir ce que vous voulez.
Comment est-ce que vous voulez réagir à chaque défaite? Encore une fois, vous voulez être heureux, combatif, motivé, créatif. Vous voulez aussi, on va dire, vous donner des idées supplémentaires, vous voulez prendre encore plus de risques. Autrement dit, vous voulez faire exactement l'inverse de ce que les gens normaux font et c'est pour ça qu'ils échouent. Ça, c'était le premier point, la notion d'échec. Comment on fait après pour, on va dire, mettre ça en place? C'est bien beau de le dire, oui, c'est vrai que je devrais lutter contre mon conditionnement et, on va dire, apprendre à être heureux de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez volontairement échouer et vous allez regarder en fait à quoi vous pensez dans ces moments-là. Ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite parce que vous avez été conditionné pour ressentir tout de suite la souffrance, le fait d'être nul, etc. Ça va aller très très vite, mais vous allez quand même pouvoir le voir. C'est que vous allez échouer et dire, ok, à quoi je pense là? Là, je me dis que je suis une merde. Ok, pourquoi je me dis que je suis une merde? Je me dis que je suis une merde parce que c'est quelque chose que, certes, c'est nouveau et je vais échouer, mais c'est à peu près la 16e fois que j'échoue dessus. Ok, donc du coup aussi j'ai une histoire de seuil. J'ai un seuil qui me dit que plus ce seuil est haut, plus j'ai fait d'échecs sur le même problème, plus je me dis que je suis débile. Ok, où est-ce que j'ai appris ça? J'ai appris ça parce qu'on m'a toujours dit dans ce monde que si on fait 2 fois une erreur, ça va, 3 fois on commence à vraiment être débile, 4e fois, il faut commencer à consulter. Ok, d'où est-ce que ça sort ce truc-là? Ça sort d'une règle imaginaire qu'on m'a appris à l'école et qui ne s'applique pas du tout à un objectif ambitieux. Un objectif ambitieux, quand vous regardez le nombre d'essais que des chercheurs ont dû mettre en place pour développer le moindre truc, vous allez péter un câble. Ne serait-ce que la lampe incandescente, ça a pris 1000 essais, plus de 1000 essais. Si je regarde SpaceX, vous savez, la roquette qui revient sur la Terre, là, qu'ils arrivent à récupérer, vous imaginez pas le nombre de plantages qu'il y a eu. Et encore, ces plantages-là sont même spectaculaires, les derniers qu'on a, parce qu'en fait, on les voit. Les gars, ils se filment en train de le faire, quoi. Pour à la fois se dire, waouh, si ça revient, c'est génial pour nous. Par contre, si ça pète, on passe pour des gros glands, quoi. Et ces gens-là qui ont un budget astronomique, qui, on va dire, sont des milliers de personnes à plancher dessus, se plantent encore. Vous imaginez, eux, si à chaque fois qu'ils se plantent, ils se disent « Ah, je vais arrêter, je suis démotivé, je quitte le boulot ». Non. Au contraire, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ok, on s'est planté. Ok, c'était pas ouf. Ok, ça nous a coûté de l'argent. Mais de toute façon, ça allait nous coûter de l'argent quoi qu'il arrive. Faut qu'on apprenne. Donc, autant on comprend que les coûts sont là, on est en train de faire quelque chose de révolutionnaire, on est en train de faire quelque chose qui est nouveau. Donc, on va essuyer les plâtres. Et qu'est-ce qui se passe après? D'autres personnes ont commencé à s'y mettre aussi, à essayer de récupérer leur roquette. Et évidemment, leur taux de réussite est bien plus élevé. Pourquoi? Ils ne sont pas cons. Ils ont débauché des mecs de chez SpaceX. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que on va dire, que votre travail aujourd'hui pour mettre ça en place, pour changer les règles du jeu auquel vous jouez et pour avoir un avantage concurrentiel déloyal sur vous-même ou sur vos concurrents, c'est justement de faire l'expérience. Allez échouer, regardez ce que vous vous dites exactement, commencez à tout noter et comprenez que tout ce que vous vous dites là, au lieu de croire que c'est la vérité, au lieu de croire que vous n'avez pas le choix, non, ce sont juste des règles imaginaires, ce sont juste des règles arbitraires. Donc, premier élément, la gestion de l'échec. Deuxième élément, comment est-ce que les gens normaux réagissent face à l'injustice? Dès qu'il y a une injustice quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à péter un câble, ils commencent à perdre leur lucidité, ils commencent à être complètement court-circuités. Leur vie est complètement piratée par ce qui vient de se passer, par l'injustice qui vient de se produire. Résultat, ils oublient complètement leur objectif pour leur vie. Ils oublient complètement ce qui est vraiment important pour eux. Ils sont complètement accaparés par la situation. Quel est le problème de ce truc-là? C'est qu'étant donné que vous avez des objectifs ambitieux, des situations injustes, c'est vraiment pas ce qui va manquer pour vous. Vous aurez des gens qui vont vous dire, par exemple, qu'ils sont prêts à s'engager avec vous, ils sont prêts à travailler avec vous, pour finalement, 20 minutes avant le début, vous dire « Non, finalement, on a changé d'avis, au revoir ». C'est complètement injuste parce qu'ils vous ont poussé à travailler, ils vous ont poussé à préparer des trucs, et normalement, ils auraient dû payer. Ils étaient même d'accord avec le fait de payer, par exemple. Et là, d'un coup, vous vous retrouvez à vous dire « Bah non, ils se sont désengagés, je peux rien y faire ». Ça va être extrêmement injuste. Comment, on va dire, comment quelqu'un se relèverait après ça, quelqu'un de normal? Il ne se relève pas. Il va commencer à être aigri, amer. Il va commencer à dire non, les gens sont scandaleux, les gens sont horribles, les gens ne sont pas sérieux, moi je suis professionnel, blablabla. Bla, bla, bla. On commence à se plaindre, on commence à faire une liste interminable de pourquoi on est trop fort et que ce qui nous arrive est injuste. Et du coup, on est complètement lessivé au moment où il faut y retourner. Maintenant, une personne qui, imaginons, vit dans l'injustice en permanence. Si l'injustice est permanente, si l'injustice est la norme, comment est-ce que vous réagiriez face à quelque chose qui est normal? Ouais, vous n'en aurez rien à foutre en fait. Pourquoi vous n'en aurez rien à foutre? Parce qu'à la seconde où vous comprenez que de toute façon le monde est injuste, vous allez arrêter d'y accorder de l'importance. Moi par exemple, le milieu là où j'étais, il était extrêmement injuste. Un type qui sort de nulle part et qui connaissait juste quelqu'un avait plus de crédibilité, plus d'autorité, plus de clients du coup que moi, juste parce qu'il avait existé à côté d'une autre personne qui, on va dire, était professionnelle. Moi, de mon côté, j'avais 16,
on va dire, compétence supplémentaire. Est-ce que j'ai eu la moitié de son succès à ce moment-là? Absolument pas. C'était injuste. Mais cette notion de justice, elle vient d'où? Elle vient de l'école quand on nous a appris que, vous inquiétez pas, le monde est juste. Si vous travaillez bien, vous serez récompensé. Si vous suivez les ordres, si vous suivez les instructions, si vous suivez les règles du jeu qu'on vous donne à l'école, alors votre vie sera merveilleuse. Absolument pas. Et comment est-ce que vous allez réagir face à ça? Soit vous allez adapter vos règles et du coup avoir une chance de réussir, c'est ce que je vous conseille de faire. Soit vous allez faire comme tout le monde, être aigri, être complètement amer face à la vie, vous rendre compte qu'on vous a menti et on va dire tout plaquer. Tout plaquer, c'est-à-dire faire le minimum, vous contenter de ce que vous avez et ne pas chercher plus loin. Si encore ça marchait, si encore ça permettait aux gens de rester heureux, d'être heureux, de rester heureux, j'aurais aucun problème avec ça. Sauf que c'est pas du tout ce que l'on constate, on va dire, dans notre société. Comment on fait pour, on va dire, se détacher de l'injustice? Parce que plein de gens me disent, ah moi franchement l'injustice, je ne peux pas. Il y a plein de trucs que je peux prendre sur moi, mais l'injustice, c'est impossible. En effet, le sentiment d'injustice est extrêmement puissant chez l'être humain. C'est même lui en fait qui est responsable de nombreuses révolutions ou de massacres à la base. C'est-à-dire que l'émotion qu'on vient créer chez les gens, c'est de l'injustice. Donc, comment on fait du coup pour se prendre la distance par rapport à ça? Même exercice. Vous allez vivre une injustice, ce qui va vraiment pas être compliqué. Et au moment où ça arrive, au lieu de péter un câble comme n'importe qui, commencez à noter ce que vous dites. Commencez à noter les règles imaginaires que vous avez. Commencez à noter, on va dire, tous ces éléments qu'on vous a appris et qui se sont révélés être faux. On m'a dit que si je travaillais dur, alors je serais récompensé. On m'a dit que les gens me respecteraient si je les respecte. On m'a dit que je ne sais pas quoi encore. Vous commencez à mettre toutes vos listes de merde où la notion de justice intervient. Une fois que vous avez cette belle liste, vous vous dites, tous ces trucs-là, c'est faux. C'est faux. Genre, on vous a placé dans un contexte à l'école où ces éléments-là, ces règles imaginaires étaient vraies, où on les appliquait. À cause de ces premières expériences où vous avez vu que c'était vrai, vous avez commencé à croire que la justice était quelque chose, on va dire, qui existait dans la nature. On vous a fait croire que la justice était quelque chose qui était immuable. Mais c'est faux. La norme dans ce monde, c'est l'injustice. Quand il y a un prédateur qui vient bouffer une proie, il n'y a pas de justice dans l'histoire. Il y a juste une histoire il y en a un qui courait plus vite que l'autre, ou il y en a un qui n'a pas vu l'autre. C'est tout. Et quand vous comprenez ça, vous commencez à prendre un peu de distance sur ce qu'on vous a appris, et vous commencez aussi à comprendre que votre cerveau, en fait, n'a fait que, on va dire, accepter des règles qu'il pensait être vraies. Et aujourd'hui, vous devez les remettre en question. Franchement, si vous avez envie de voir des injustices dans le monde, c'est vraiment pas compliqué. Allumez la télé au journal de 20h, demandez-vous si la personne à qui il est arrivé une saloperie l'a mérité. Vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas d'histoire de justice dans le monde. Il y a des gens, je sais pas moi, par exemple en ce moment, c'est quoi? Il y a des inondations quelque part et des gens perdent leur maison. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'ils l'ont mérité? Pas forcément. Je les connais pas, mais du coup, je dis pas forcément. Mais en vrai, ça devrait être non. Donc, quand vous allez commencer à croire en quelque chose de magnifique comme la justice, le gros problème que vous allez avoir, c'est que votre barre va être tellement haute, votre seuil de justice va être tellement haut, que quand la réalité va vous rappeler à l'ordre, vous allez vivre ça comme une descente aux enfers. Et c'est ça en fait qui fait que c'est extrêmement difficile à encaisser la justice, parce que c'est quelque chose qui est tellement magnifique, qui est tellement idéal, qu'en effet ça n'existe pas. Même quand on parle de justice, on va dire, sur le plan légal, c'est la même histoire. Aujourd'hui même, on est en train de faire attention. On est en train d'arrêter d'utiliser le mot justice parce qu'on se rend compte que, enfin, tout le monde se rend compte que dans les affaires, au tribunal, etc., c'est le meilleur avocat qui gagne, ou du moins le payer le plus cher. Et on remplace du coup le mot justice par droit. On dit voilà, il y a du droit dans ce pays. On est un pays des droits. On ne dit plus, dans ce pays, il y a une justice. Non. Ça, on a arrêté parce que les gens, en fait, commencent à plus le gober, quoi. Donc là, c'est le même délire. Faites aussi l'expérience de l'injustice. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire directement ça par l'échec et l'injustice alors que c'est les deux paramètres les plus difficiles? Parce que justement, avec la justice, qu'est-ce que vous avez pu voir? Vous avez pu voir que c'est la première expérience qui va façonner votre réalité. Si la première fois que vous arrivez dans le monde, qu'on vous dit que le monde est juste, c'est exactement ce que vous allez croire. Ça va être votre norme, ça va être votre base. C'est-à-dire que quand vous allez faire quelque chose qui est mauvais, vous allez vous sentir mal et du coup vous allez vous rattraper pour vous sentir mieux. Vous voyez, c'est à ce point-là que ça va aller. Pourquoi est-ce que je vous demande de commencer par les trucs les plus difficiles au départ? Parce que tout le reste après ça va être simple. Tout le reste après vous allez dire waouh, comparé à l'injustice, ça, franchement c'est de l'eau quoi. Et nous, c'est ce stade-là qu'on va atteindre. Quand vous aurez la capacité de remettre en question vos règles arbitraires, vos règles imaginaires, à la volée tellement c'est simple. Donc c'est pour ça que je commence par le plus difficile. Comment est-ce que les gens normaux réagissent après avoir passé 2 mois de travail sur un projet
pour finalement le voir capoter, pour finalement le voir, on va dire que les résultats sont misérables. Là aussi, ils auront l'impression que ça ne sert à rien, que leurs efforts n'ont aucun impact, qu'ils devraient laisser tomber, que c'est injuste et aussi que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. En quoi ça nous aide de nous sentir comme ça? En rien du tout. Si vous avez des objectifs ambitieux, vous allez vous rendre compte qu'avant de réussir, il vous faudra des mois, des années de travail. Et pendant ces mois et ces années de travail, les résultats que vous voudrez ne seront pas encore là. Ils vont peut-être s'améliorer dans les bons jours, mais dans la plupart du temps, ils vont juste être décevants. Décevants par rapport à la quantité d'efforts que vous avez mis. Décevants par rapport à la quantité de souffrance que vous avez dû endurer pour en arriver jusque-là. Décevants par rapport au seuil imaginaire que vous vous êtes créé sur à quelle vitesse vous devriez réussir quand vous vous lancez dans un projet ambitieux. Enfin, ils vont être décevants parce que ça va vous donner la preuve que vous n'êtes pas aussi bon que vous le pensez. Et ça, c'est un truc qui, on va dire, est assez difficile à encaisser parce qu'on aime tous croire qu'on a une certaine intelligence, on a une certaine capacité. Et quand le monde systématiquement nous renvoie des preuves du contraire, on va forcément mal le prendre. Du moins, ça, c'est si on est normal. Maintenant, si on était parfaitement adapté à cette réalité et si le vent ne nous tabassait pas, qu'est-ce qu'on se dirait dans ces moments-là quand on a passé 2 mois à travailler sur un projet et que ça n'a rien donné du tout? On se dirait tant mieux. On se dirait c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que maintenant que je peux bosser pendant 2 mois sur un projet sans que ça donne rien, je viens de développer ma capacité à être suffisamment patient pour bosser encore plus longtemps et du coup retaper ce qu'il y avait retapé. Ça veut dire aussi que si j'ai bossé pendant 2 mois sur un truc sans que ça donne rien et que je m'en suis pas rendu compte, ma méthode de travail est tellement nulle à chier qu'elle m'a poussé à travailler inutilement sur un truc suffisamment longtemps pour perdre mon temps. En temps normal, il faudrait que je découpe, que je segmente ce genre de travail-là pour ne pas perdre du temps et ne pas m'en rendre compte, surtout au dernier moment. Moi, ce que je veux plutôt quand je fais un truc qui sert à rien, c'est m'en rendre compte le plus vite possible pour changer d'approche, changer mon fusil d'épaule. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez travaillé pendant des mois, pendant des années sur un truc alors que ça ne donne rien? Votre méthode de travail de départ est nulle à chier. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que plus le problème est gros, plus votre marge de progression sera énorme. Moi, j'adore perdre mon temps comme ça parce que je me dis, waouh, ça veut dire que si j'avais une bonne méthode, je pourrais avoir 1000 fois plus de résultats. À l'inverse, si ce n'était pas le cas, si au bout de 2 mois, j'avais eu les résultats, mais des résultats, on va dire, juste en dessous de ceux que j'ai visés. Bon, c'est cool, j'ai réussi à avoir le résultat après que je visais. Par contre, je viens de me dire aussi que ma marge de progression est minable. Alors que si j'ai vraiment le zéro absolu, je me dis, ok, il y a forcément mieux à faire que ce que j'ai fait. Là, qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps que vous avez perdu? Vous allez commencer à décrire dans les moindres détails votre façon de fonctionner, votre façon d'avancer, votre façon de mener votre projet. Ok, tous les jours, je travaille sur mon expertise, je développe mon expertise. Tous les jours, on va dire, j'essaye de contacter des gens qui ne me répondent jamais. Tous les jours, j'envoie le même mail ou j'envoie le même type de message à des gens qui ne me connaissent pas. Tous les jours, blablabla. Et à la fin, vous allez vous dire, pour prendre chacun des points, en quoi ces éléments-là sont incapables de me donner les résultats que je veux. Vous n'allez pas vous poser une question pour vous demander si c'est bien ou pas. Parce que c'est évident que vous allez vous dire que c'est bien. Sinon, vous ne l'auriez pas fait pendant 2 mois. Et le piège, en fait, à ce moment-là, c'est que vous allez essayer de valider ce que vous faites déjà. Non, moi, ce que je veux plutôt, c'est que vous démontiez ce que vous faites. Pourquoi ce que j'ai fait n'a pas apporté les résultats escomptés? Par exemple, le fait de travailler sur mon expertise tout le temps. Ben, en fait, j'ai beau avoir une expertise de fou, les gens ne me connaissent pas. Les gens ne savent pas de quoi je suis capable. Donc, je peux même être le meilleur du monde. Si personne n'est au courant, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que je suis en train de noter? Je suis en train de noter que je passe trop de temps dans ma caverne en train de m'améliorer moi, au lieu de faire des démonstrations, faire de la publicité, montrer ce que je sais faire aux gens, montrer que je peux régler leurs problèmes. C'est ça en fait que je vais faire. Je prends chacun des points et je dis qu'est-ce qui ne va pas dans cette façon de faire? Quel est le gros malus de cette façon de faire? Quel est le coût exorbitant de cette façon de faire? Ah, j'envoie des mails à des gens et je leur dis que je suis disponible et que s'ils sont intéressés, je peux bosser avec eux, etc. Ok? Comment est-ce que je pourrais faire en sorte pour rendre ce mail irrésistible? Pour que la personne, justement, se dise, il faut absolument que je lui parle parce que j'ai quelque chose à gagner. Moi, qu'est-ce que je faisais au départ? C'est, tiens, je regardais la personne que je voulais contacter. Je regardais les gens qui étaient autour d'elle aussi, parce qu'il y a les réseaux sociaux, maintenant on peut savoir qui suit qui, etc. Et j'essayais de choper quelqu'un qui avait balancé une vidéo ou une remarque sur un problème qu'il avait. Et une fois que j'avais ça, j'avais directement mon harpon qui était lancé. Je dis tiens, j'ai vu que tu avais ce problème-là, c'est quelque chose qui est hyper récurrent dans ce milieu et j'aimerais bien t'aider à le résoudre. Est-ce que je peux te parler 10 minutes et ensuite je te laisse tranquille, je te donnerai juste la solution pour y arriver?
Le truc est extrêmement simple, l'objectif est clair, le point abordé est le point qui empêche la personne face à moi de dormir, et je lui dis, et un coût qui est misérable, c'est 10 minutes. Et vraiment, je le faisais en 10 minutes, tellement j'étais rodé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La personne se dit, merci beaucoup. Et là, elle va me dire un truc du genre, est-ce que tu... Enfin, là, elle va me dire, comment est-ce que je pourrais te remercier? Et là, je lui réponds, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui aura le même problème? Et c'est comme ça, en fait, que vous allez commencer à, on va dire, vous créer un espèce de réseau. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous travaillez d'une certaine façon et que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est pas parce que le monde est injuste. C'est pas parce que les clients ne sont pas, on va dire, c'est pas parce qu'ils ne sont pas professionnels. C'est pas parce qu'ils ne tiennent pas parole. Évidemment, ça joue. Mais le problème que je ne veux pas que vous fassiez ici, c'est que vous commenciez à blâmer les éléments extérieurs. Parce que vous avez raison, il y a des gens qui ne sont pas professionnels, il y a des gens qui ne tiennent pas parole. Mais quand je viens blâmer un élément extérieur, je lui donne les pleins pouvoirs sur ma vie. Par exemple, si je travaille sur un projet et que je n'ai pas eu de résultat et que je dis, si ça n'a pas marché, c'est parce que le milieu où je suis n'est pas assez mature. Ok, imaginons on part du principe où c'est vrai. C'est quoi la solution maintenant? Je vais attendre que le milieu vieillisse? Je vais attendre que ce soit plus mature? Je vais attendre que mes clients soient d'un seul coup plus professionnels alors qu'ils ont le même problème depuis 50 ans? Je vais attendre que le monde soit plus juste? Je vais attendre que les gens soient moins débiles? Je vais attendre que je ne sais pas quoi encore? Non, quand je vais blâmer un élément extérieur, je vais être complètement dépossédé de ma capacité à avoir la vie que je veux, ma capacité à avancer en dépit de tout ce qui m'arrive. Autre problème encore une fois, autre problème maintenant. Comment est-ce que les gens normaux réagissent quand ils voient d'autres personnes réussir, personnes qui se sont lancées après elles? Celle-là, c'est mon préféré parce qu'à chaque fois, les dégâts sont monstrueux. La personne va commencer à se comparer à cette nouvelle personne qui s'est lancée et va se dire « Waouh, elle a déjà réussi. Elle a déjà tout compris. Et moi, je suis là, ça fait 2 ans de plus que je bosse par rapport à elle et j'en suis même pas à un dixième de ses résultats. » Ça, c'est quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal va se comparer à la personne et parce que la comparaison n'est pas en sa faveur, elle va commencer à se dévaloriser. Maintenant, imaginons que la norme, ce soit justement qu'il y ait des gens en fait meilleurs que vous. Là, vous allez me dire, mais en fait, c'est déjà le cas. Oui, c'est juste que vous l'avez oublié. C'est juste parce que vous l'avez oublié, dans le sens où dès que vous voyez quelqu'un réussir devant vous, il y a tout qui s'efface en fait. Le monde n'existe plus. Il y a juste vous et la personne qui a réussi. Mais en effet, dans le monde entier, vous verrez des gens avec la moitié de votre âge avoir beaucoup plus de succès. Pour moi, pour quelqu'un de normal, c'est désolant, c'est démotivant, c'est saoulant, on a envie de mettre la clé sous la porte. Mais pour quelqu'un comme moi, pour des personnes ambitieuses, c'est l'Eldorado. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si on se foire aujourd'hui, si on n'arrive pas à avancer aujourd'hui, c'est juste qu'on a une mauvaise méthode. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les types qui réussissent, on va dire beaucoup plus rapidement que vous, sont plus intelligents et qui ont du coup façonné une méthode incroyable. Non, les 3 quarts d'entre eux ont eu de la chance. Et c'est là en fait qui est intéressant, c'est que si ils ont réussi en ayant de la chance, ça veut dire que réussir n'est pas si, on va dire, difficile que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je vous demande de faire un truc qui est tellement complexe, qui demandera des années et qui est incroyable à faire, vous comprenez bien que la dose de chance pour que ça arrive est immense. À l'inverse, si j'arrive à voir suffisamment de gens dans tous les milieux possibles, qu'il y a des gens qui arrivent très rapidement alors que d'autres, on va dire, patinent, ça veut dire que la chance joue un grand rôle. Si c'est quelque chose qui est fréquent, je veux dire, si c'est quelque chose qui arrive très souvent et dans plusieurs milieux. Et là, en fait, vous avez votre carte à jouer, parce que ça veut dire que c'est pas si difficile que ça. Par contre, il y aurait des principes à respecter. Donc, vous allez analyser ces gens chanceux, ces gens qui ont réussi plus vite que vous, et vous allez commencer à vous dire, en fait, non pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ça c'est le piège, c'est plutôt quels sont les avantages qu'ils ont eus. Le fait qu'ils se soient lancés sur les réseaux sociaux alors que personne ne les fait, qu'est-ce que ça leur donne comme avantage? Ils ont de l'exposition, bien. Ils ont de l'autorité, bien. Ils ont aussi une certaine crédibilité parce qu'on les voit souvent, du coup on s'attache à eux aussi, une certaine relation avec les gens, bien. Vous allez prendre ces éléments-là et vous allez dire comment est-ce que moi je pourrais faire de mon côté pour justement développer les mêmes éléments. Pas en mode je veux avoir la même chance que lui, mais en mode si je devais travailler ces éléments-là, qu'est-ce que moi je voudrais faire? Pourquoi? Parce que je me rends compte finalement que parce que je n'ai pas fait ça, je n'ai pas les mêmes principes que lui, je n'ai pas les mêmes avantages que lui. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici à travers toutes ces vidéos? C'est de vous faire comprendre que tous les problèmes que vous avez, vous pouvez soit les voir comme des problèmes, ou les voir comme, on va dire, le blueprint, vraiment le plan d'attaque pour avoir ce que vous voulez dans la vie. Et c'est évident que votre chance de réussir et donc de détruire la vérité, de détruire la réalité, de faire en sorte que dans le futur vous ayez ce que vous voulez, augmente, explose même, quand vous commencez à transformer tous vos problèmes en opportunités. Mieux que ça encore, ça va encore plus augmenter vos chances de réussir quand vous allez vous rendre compte que tous les autres avant vous ont réussi sans utiliser
on va dire, ces leviers-là. Autrement dit, ils ont réussi avec plus de simplicité, avec moins d'efforts. Donc si vous, vous mettez encore plus d'efficacité, plus de leviers, si vous utilisez les éléments qu'ils refusent d'utiliser et qui les ralentissent, c'est évident que vous allez avancer, c'est évident que vous allez réussir là où justement c'est impossible normalement. Et je suis content d'avoir réussi moi dans mon projet parce que je pense être la première personne, sans me jeter des fleurs, je pense être la première personne à avoir réussi comme je l'ai fait. Aucun contact avec des équipes professionnelles, aucun contact avec des gens qui étaient déjà dans le milieu ou qui connaissaient un oncle, un cousin ou je ne sais quoi encore. Je me suis fait tout seul dans un milieu où tout se fait, on va dire, par des contacts. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo aussi? C'est que je vous donne plein d'exemples pour que vous puissiez comprendre que même ces éléments-là que je vous ai donnés, par exemple le fait qu'il y a des gens qui réussissent avant vous alors qu'ils sont plus jeunes, qui sont plus bêtes ou je ne sais quoi encore, c'est un avantage pour vous. Vous n'avez pas besoin de mal le prendre, vous n'avez pas besoin de vous sentir mal. Si vous vous sentez mal immédiatement, c'est parce que vous avez été conditionné pour. Pourquoi? Parce qu'on vous a appris qu'il y avait de la justice. Et forcément, quand vous allez voir arriver un jeune qui ne sait même pas ce qu'il fait, et que peu importe ce qu'il fait, comme un bébé, il appuie sur n'importe quoi et ça marche, vous allez dire mais c'est injuste. Ben justement, vous devez comprendre que ce sont ces éléments-là en fait qui vous empêchent de vivre votre expérience jusqu'au bout. Ce sont ces éléments-là qui vous empêchent de voir le monde comme il est et de vous dire à moi de trouver les règles du jeu qui me permettront moi de réussir. Et quand vous allez être dans cette ouverture d'esprit, quand vous êtes capable d'utiliser les ressources que les autres ne veulent pas utiliser parce que c'est injuste, c'est pas comme ça que ça marche, ou je veux pas réussir comme ça, j'en ai rien à foutre, je vais le faire. Encore une fois, je vous dis pas de faire des choses immorales ou illégales. Bien au contraire, là, je vous demande d'être créatif. Je vous demande là, ici, de faire le sale boulot, justement, de faire des trucs beaucoup plus difficiles, qui sont de vous retaper, qui sont de changer votre façon de voir le monde, votre conditionnement. Vous allez devoir le changer vous-même. Et c'est ça, en fait, qui est puissant dans cette approche. Pourquoi? Parce que pendant que les autres auront besoin que le monde soit juste, vous pourrez avancer. Pendant que les autres auront besoin que les échecs soient minimes, vous pourrez en faire 1000 d'affilée, vous n'en aurez rien à foutre, vous allez continuer. Pendant que les autres auront besoin qu'au bout de 2 mois de travail, il faut absolument qu'il y ait des résultats, vous serez OK avec le fait d'avoir perdu votre temps parce que vous ne savez pas ce que vous faites et que c'est extrêmement compliqué pour vous, vous allez pouvoir continuer de combattre. Et c'est ça en fait que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo. Enfin, dernier point que je vais aborder parce qu'on approche, on va dire, d'une période de l'année où vous risquez d'avoir le problème. Comment est-ce que les gens normaux réagissent quand leurs proches, quand leur famille les pousse à laisser tomber? Comment est-ce qu'ils réagissent quand ils sont en train de dîner comme ça, là, ils sont en train de couper le poulet, la dinde ou je ne sais quoi encore, et qu'il y a quelqu'un qui commence à balancer un truc du « c'est quand que tu vas arrêter tes conneries? C'est quand que tu vas arrêter de rêver? C'est quand que tu vas grandir ?» Et que tout le monde commence à s'y mettre. Comment est-ce que les gens normaux réagissent? Généralement, ils vont s'enfermer. Ils vont se dire « putain, ça y est, ça recommence. On va vraiment pas me lâcher, pas une seule fois. » C'est vraiment la période de l'année la plus pourrie au monde. On commence à se plaindre, on commence à accumuler les problèmes. On commence à se justifier même. Ça c'est le pire. Il y a des gens qui vont vous poser des questions, mais c'est des questions qui sont biaisées. C'est des questions où il n'y a aucune chance de répondre correctement. Et vous, par contre, dans le désespoir où vous êtes, ou dans le fait qu'on vous laisse tranquille, vous voulez juste balancer votre réponse. Je sais, ce que vous allez me dire, je sais que je fais pas assez d'argent, etc., mais c'est pas grave pour moi. Ouais, mais tu peux pas dire que c'est pas grave pour toi, parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi, il y a des gens qui, on va dire, veulent mieux pour toi, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui blablabla. Bref, on commence à vous balancer de la culpabilité à gogo. Et qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là? Vous allez commencer à craquer, vous allez commencer à chavirer. Vous n'allez pas forcément arrêter, mais vous n'êtes pas en état de continuer de vous battre, quoi. Qu'est-ce que ferait une personne câblée pour réussir, une personne qui est là pour combattre de manière asymétrique et prendre tous les avantages possibles et imaginables? Elle se dirait la chose suivante. Tant mieux qu'ils ne croient pas en moi, parce que de toute façon, si ce n'était pas un objectif ambitieux, les gens croiraient tous en moi. Le fait que ce soit un objectif ambitieux pose de base l'hypothèse, on va dire le prérequis, que peu de gens vont y croire. En plus de ça, ces gens-là ne sont même pas ambitieux eux-mêmes. Donc forcément, ils ne vont pas me soutenir dans un truc qu'ils ne feraient même pas eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer alors? Il est normal que leur réaction soit le rejet. Il est normal que leur réaction soit de me démotiver, de me décourager, de me détruire. Parce qu'en fait, ce problème qu'ils ont là, ils le font aussi par amour, certes, même s'ils le montrent très mal, mais surtout ils le font alors que je leur ai rien demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, majoritairement, quand ils vont voir quelque chose qui leur plaît pas, ils vont ouvrir leur bouche, au lieu de juste traverser la route, au lieu de juste passer leur chemin. Donc vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez déjà apprendre à ne pas être comme eux, vous pouvez déjà apprendre à ne pas détruire les rêves des autres, sous prétexte que vous êtes incapable de les réaliser. Vous pouvez aussi vous rendre compte que
la majorité des gens visent assez bas. Vous pouvez, pas que ce soit mauvais, c'est juste que si quelqu'un veut viser bas, il peut viser bas, il n'y a aucun souci. Par contre, les gens ont tendance à abandonner avant même d'essayer. Les gens ont tendance à abandonner avant même, on va dire, de véritablement se donner une chance. Si ces gens-là voulaient vraiment vous aider, vous savez ce qu'ils feraient? Pardon. Ils vous demanderaient de quoi vous avez besoin. Ils vous demanderaient qu'est-ce qui vous simplifierait la vie. Ensuite, ils se demanderaient s'ils ont les ressources pour vous aider, ou s'ils connaissent quelqu'un qui a les ressources. Bref, ils vous mettraient en contact avec des gens, je ne sais quoi encore. Mais ce que la majorité des gens vont faire, c'est abandonner. Le jour où vous comprenez ça, vous réalisez quelque chose. Si la majorité des gens abandonnent, c'est normal qu'ils échouent. Du coup, le plus gros bénéfice que vous avez, le plus gros trésor que vous avez, c'est que si vous perdez l'habitude d'abandonner, si vous la détruisez complètement, si ce n'est même plus une option, vous avez gagné. Vous avez gagné parce que peu importe ce que vous allez faire, peu importe les erreurs que vous allez faire, étant donné que vous avez appliqué toutes les corrections que je vous ai proposées dans cette vidéo, chaque erreur est une source d'apprentissage. Chaque apprentissage augmente vos chances de réussir. Chaque chance de réussir supplémentaire vous donne la possibilité d'aller beaucoup plus loin, de faire un grand pas en avant à chaque fois que vous allez faire, on va dire, une tentative supplémentaire. En plus de ça, j'enlève le truc du « à un moment, je vais abandonner ». C'est-à-dire que maintenant, vous êtes dans une situation où vous pouvez jouer autant que vous voulez. Chaque échec vous permet d'avancer. Vous pouvez jouer à l'infini et vous n'avez plus le droit d'arrêter de jouer. Vous voyez le truc du « mais en fait, j'ai gagné ». C'est là que vous voulez arriver. Et comment est-ce que vous allez arriver à ça? En vous rendant compte que la majorité des gens, même les gens les plus ambitieux, vont abandonner. Parce qu'à un moment, ça va durer trop longtemps. À un moment, ça va leur prendre trop de ressources. À un moment, ça, je ne sais pas quoi encore. Du coup, tout ce que vous avez à faire, parce que vous n'êtes pas fou non plus, imaginons c'est un problème de ressources, imaginons c'est un problème d'argent qui va commencer à être à sec. Ouais, trouvez-vous un job à côté, ouais. Un job à mi-temps ou je ne sais quoi encore. Trouvez-vous une façon de durer éternellement. C'est ce que j'ai fait pour mon projet. J'ai mis 7 ans pour réussir. Et en fait, je regardais pendant ces 7 ans, je regardais des gens qui étaient bien en avance par rapport à moi, qui avaient eu nettement plus de chance que moi, nettement plus de talent, nettement plus d'avantages déloyaux que moi. Et je les ai vus tous se planter. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous fait la même erreur. Je me lance dans l'e-sport en full time, les gars. J'ai pas de boulot, je me laisse 2 ans. Et si j'y arrive pas, je laisse tomber. Dans ma tête, c'est A+. Jour 1, A+. Je sais que t'es déjà plus là. À l'inverse, moi, pendant que j'étais en train de galérer, j'avais un job de merde. Et ce job de merde était magnifique. Parce que tous les soirs, je rentrais et je me disais, waouh, quel job misérable. Je ne veux plus jamais faire ce job de ma vie. Je l'ai fait encore pendant 4 ans. Et tous les soirs, du coup, j'étais gonflé à bloc pour me dire, je vais juste tenir assez longtemps, apprendre ce que j'ai à apprendre, rien ne m'empêchera d'avancer et je vais réussir. Est-ce que j'ai prévu que ça me prendrait 7 ans? Absolument pas. Enfin, 6 ans plutôt. Absolument pas. J'avais prévu 2 ans à la base. Donc vous imaginez bien qu'au niveau déception et injustice, j'en connais un rayon. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'ai réussi? Putain, je peux vous dire que tout en valait la peine. Et en fait, même avant, en fait, c'est-à-dire que je voyais la version que je devenais de mois en mois, de semaine en semaine, je disais, waouh, ça avant, je savais pas le faire. Ça avant, je passais pas comme ça. Ça avant, je me serais écroulé. Ça avant, je sais pas quoi encore. Et le but, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que moi, j'avais identifié quelque chose, c'est que les gens commencent à se démotiver quand les résultats sont pas là. Du coup, au lieu de me dire, je vais viser que le résultat, comme tout le monde, je vais me dire, en fait, je veux juste évoluer. Je veux juste avoir une peur en moins. Je veux juste avoir un comportement différent. Je veux juste voir les choses d'une façon qui me pousseront à avancer, peu importe ce qui se passe. Et chaque semaine on va dire, qui se passait, je gagnais. Je devenais meilleur. J'augmentais mes chances de réussir. À un moment, je me suis là, mais putain, mais c'est impossible que j'échoue. Je sais trop de trucs. J'arrive trop à, on dirait, régler les problèmes de ce milieu. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est que je devienne visible. C'est que je crée mon autorité, on va dire, ma crédibilité. Et c'est ça, en fait, qui m'a pris du temps, parce que je ne savais pas encore comment faire, et du coup, je commence à tâtonner. Et ça a été ça, on va dire, les 2 dernières années de ma vie. Tout ça pour vous dire quoi? Que la vérité ou la réalité pour des gens ambitieux, ça n'a aucune importance. Vous allez créer, en fait, quelqu'un d'ambitieux vit dans l'avenir. Il se sert du présent comme d'un terrain de jeu pour développer les qualités dont il aura besoin pour réussir dans l'avenir. Donc on s'en tape en fait de savoir comment c'est aujourd'hui. On s'en tape de savoir si c'est possible pour vous de réussir. Parce que si ce n'est pas possible pour vous de réussir, créez votre propre chemin pour réussir. Soyez la première personne qui va ouvrir la voie à tout le monde. À votre avis, les tout premiers types, ils ont fait comment? Il y a bien un trou du cul qui s'est amusé à défricher le terrain pour tout le monde. Moi, je suis content aujourd'hui d'avoir été cette personne-là dans mon milieu. Parce qu'aujourd'hui, je peux accompagner d'autres personnes pour le faire aussi. Allez, je vais arrêter là, parce que le type avec le marteau-piqueur, là, il commence à se rapprocher de moi. Et du coup, la vidéo va être inaudible. Allez, amusez-vous bien et bon courage à vous.